Je vais prendre ce gars-là, Franklin Nyamsi. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il va assister à un sommet panafricain organisé par Fonya Singbe. Je crois on parle du 8 décembre. J'ai été contacté ici par quelqu'un dont je tairai le nom. Quand j'ai fait ma vidéo si fort, il m'a appelé pour me dire que Fort a vu ta vidéo, vraiment, il n'est pas content, etc. Donc, il a essayé de m'embobiner, me faisant croire que Fort était un panafricaniste, etc. Et il fallait que je fasse une deuxième vidéo pour me contredire, moi me contredire. Mon coucou Chris, il ne me connaît pas. Je n'ai fait aucune vidéo parce que je ne peux pas trahir les Togolais. Ceux qui se réclament comme étant panafricanistes aujourd'hui, là, quand nous on venait sur la toile, même ceux qui font aujourd'hui des vidéos, ça me fait rire. Quand nous on venait sur la toile et que Laurent Gbagbo était en prison, et que la Côte d'Ivoire était traumatisée, et qu'il n'y avait personne pour pouvoir parler au tyran Alassane Dramane Ouattara, quand nous on venait sur la toile, il n'y avait pas tous ceux-là. Il n'y avait personne. Tous ceux qui se font appeler panafricanistes aujourd'hui, là, il n'y avait personne. Au contraire, l'autre, il faisait l'éloge de l'homosexualité, c'est Franklin Nyamsi. Il faisait l'éloge d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, même celui qui disait que les Togolais se réveillent dans la peur, dorment dans la peur, etc. Aujourd'hui, il va manger son vomi. C'est des boutiquiers, tout, je vous l'ai dit. Et c'est un gars comme ça qui sort pour venir mentir que moi j'aurais insulté sa mère et son père. Moi je ne suis pas dans les calculs. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais dans l'AES. Si je dois aller dans l'AES, c'est que je suis allé soit en vacances, mais pas pour aller voir un homme politique par rapport au combat que je mène jamais de la vie. Moi je ne suis pas comme ça. Je suis concentré sur le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Sur le projet de société pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ici dans la complaisance. Je ne suis pas ici dans les calculs. Et donc, celui qui est venu me dire de faire une vidéo si fort parce qu'il faut lui donner l'argent. Moi, je n'ai pas fait la vidéo parce que les Togolais et moi, on se connaît. Voilà, vous demandez aux Togolais. Le premier cyberactiviste togolais, ils vont vous dire, c'est Johnny Pacheco. Pourtant, je ne suis pas Togolais. Mais à l'époque, de même que je dénonçais Alassane Ouattara, de même je dénonçais tous les dictateurs partout en Afrique. Et comment nous, on allait chercher les alliés? Parce qu'au sein du FPI, il y avait une division. Il y avait un combat farouche entre les anciens dignitaires du parti. Et nous, on est venu, un groupement de jeunes personnes, composé de la plupart de militaires, d'anciens militaires. On a décidé de mener ce combat-là. Et comme on n'était pas entendu, comme on n'était pas, parce que les gens étaient dans les calculs, vous comprenez? Et je vous ai dit que nous, on est militaires, on est gendarmes, donc il y a des choses, vous ne pouvez pas faire avec nous. Les calculs bizarres, là, vous ne pouvez pas faire avec nous. Avant même que tu me dises quelque chose, j'ai déjà su, je sais déjà où tu vas finir. Vous comprenez? Les gens, il y a des enquêtes que nous menons. Les gens sont morts, on n'est pas là-bas. Mais on arrive à attraper qui a tué la personne. Non, je ne suis pas un plaisantin. Je suis un procédurier. Et donc, nous, on a usé de subterfuge en parlant de beaucoup de chefs d'État africains pour se rallier. C'est-à-dire que pour rallier les peuples à notre cause. Parce qu'à l'époque, ces jeunes-là ne connaissaient pas Gbagbo. Les Gabonais, tous ceux-là, ils étaient dans les bulles. Et quand on a commencé à parler de leur pays et des tas de leurs sociétés respectives, automatiquement, ils ont commencé à s'intéresser au combat que nous on faisait. Et voilà comment, quand on faisait les vidéos, il y avait beaucoup de commentaires de tous les pays africains. Donc ça donnait l'impression qu'on était vraiment soutenus. Vous comprenez? Ce n'est pas eux qui ont essuyé 8 coups de couteau. Moi, j'ai pris 8 coups de couteau dans mon corps. On dit, je frapperai le berger, les troupeaux se dispersera. Mais j'ai continué. Laurent Gbagbo n'est pas sorti de la haie. Après, c'est-à-dire après Johnny, j'étais là, puis il est sorti de la haie. Vous comprenez? Gbagbo est sorti de la haie devant moi. Et ce que j'ai dit hier, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Et je resterai dans cette constance-là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui marchande ses idéaux. Je suis pour la manifestation de la vérité. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la vérité et la justice. Heureux ceux qui ont soif de justice et de vérité. Je suis dans cette suite-là.
Voilà, la manifestation de la vérité. Je suis dans la politique. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. C'est moi qui suis venu ici et puis je vous ai donné du tonus. Parce que la lutte, elle était nonchalante. Quand j'ai quitté le RDR et puis je suis arrivé là, vous avez vu un peu la tournure que ça a pris. Voilà, parce que c'est Johnny. Et pour ceux qui ont dit que, oui, il était dans l'instrumentalisation des sentiments des gens, etc. Mais ce n'est pas moi. C'est le procureur de Draman. C'est lui-même qui a dit qu'il y a un gars là, il s'agite actuellement. Mais vous allez le voir ici à Abidjan. On a ratifié à l'accord de Budapest. Vous allez le voir à Abidjan. Et j'ai été convoqué ici. Ah oui, le Seigneur Jésus-Christ, il est mon témoin. J'ai été convoqué. Si tout ce que je cherche dans ma vie, est-ce que le gouvernement de Draman Ouattara a fait un démenti? J'ai été convoqué. Et puis je l'assume. Parce que je suis persécuté pour la vérité et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire, soyez concentrés. Voilà, restez concentrés. Moi, je ne suis pas un émotionnel. Je ne suis pas émotif. Voilà, je fais la politique. Ce n'est pas parce qu'on prend caméra et puis on parle qui fait de nous un homme politique. Hein. Non, 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 non. Moi, j'ai été au cœur, au centre du dispositif. J'ai été candidat aux législatives dans mon pays en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je ne suis pas camarade de quelqu'un. On donne l'exemple et puis vous suivez. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, il faut que les gens le comprennent. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Je suis là. Comme vous le constatez, je suis là. Je vais bien. Par la grâce de Dieu. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, je suis un peu... Mais je n'ai pas de chaîne, comme je vous l'ai fait savoir. Je n'ai pas de chaîne Facebook. Je remercie les grands frères du côté des États-Unis. Vous avez vu que j'ai changé le nom ici parce que... Voilà, vous savez. Voilà, il faut changer le nom, on ne sait jamais. Et c'est ce que je fais. Pour que, de temps à autre, je puisse vous donner des informations. Et je n'ai même pas encore dit le 1/10 de ce que je devais dire. Les gens qui parlent, vous ne savez même... Est-ce que vous connaissez la politique? Les gens qui nous ont regardés, qui se sont inspirés. Et même, je me rappelle, même quand j'ai quitté le RDR, des gens même qui venaient dans mon inbox, donne-nous les informations, on fait vidéo. Donne-nous les informations, on fait vidéo. Ça me fait rire, au fait. C'est ceux-là qui pensent que l'homme est camarade. Vous comprenez? Et j'aimerais vous dire, c'est pas eux, c'est moi. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit que, bon, c'est la famille. On est tous ivoiriens, etc. Donc voilà pourquoi, de temps à autre, d'accord, je me suis laissé, c'est-à-dire que j'ai ouvert, ne serait-ce que quelques portes. Vous comprenez? Voilà. Et j'aimerais dire que il y a un gars là qui est venu nous annoncer ici que l'ancien Gon a été arrêté par la police française, qu'on l'avait interpellé et devant son épouse, etc. Et puis on l'a mis en prison. Donc peut-être que c'est du buzz, nous on ne sait pas. S'ils estiment que Johnny il jouait les sentiments des gens, peut-être que c'est eux qui ont joué nos sentiments hier. Voilà, peut-être que c'est eux qui ont joué nos sentiments hier. Mais ce que vous devez comprendre, vous ne serez jamais Johnny Pacheco aux yeux de Ouattara. Aux yeux de l'Alassane Draman Ouattara et son gouvernement, vous n'êtes rien. Voilà. Dès que l'on écoute les propos enflammés de Johnny Pacheco, on comprend immédiatement que quelque chose de profond se joue dans la scène politique africaine actuelle. Ce n'est pas une simple querelle entre figures publiques, ni un débat ponctuel sur une conférence panafricaine. C'est la manifestation d'une fracture plus large, d'une tension ancienne entre engagement, cohérence, mémoire des luttes et quête de crédibilité. Dès les premières phrases, on ressent un choc, presque une rupture. Un activiste ivoirien, connu pour son franc-parler, décide de s'en prendre à un intellectuel très médiatisé, Franklin Nyamsi, au moment même où ce dernier annonce vouloir participer à un sommet panafricain organisé par le président togolais. Et déjà, derrière cette attaque frontale, la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique fait entendre sa voix intérieure. Qu'est-ce que cette confrontation révèle de nous, Africains, et de notre manière de construire ou de détruire nos propres combats? Dès l'entrée en matière, Johnny Pacheco place Franklin Nyamsi comme un symbole, non pas d'une faute personnelle, mais d'un malaise collectif, celui des divergences entre discours panafricanistes et alliances politiques. Il ne parle pas seulement d'un homme, mais de ce qu'il perçoit comme une incohérence, voire une trahison vis-à-vis de ceux qui, selon lui,
ont tenu la lutte quand tout semblait perdu. Cette dimension émotionnelle, presque existentielle, est centrale pour comprendre la charge qu'ils portent. Et déjà, une question surgit. Quelle leçon pour l'Afrique? Peut-être celle de reconnaître que le combat politique n'est jamais neutre, jamais simple, et que ceux qui se réclament du panafricanisme doivent répondre à un niveau de cohérence qui dépasse largement la parole publique. Il y a, dans le récit de Patsheko, une mémoire vivante des années difficiles. La Côte d'Ivoire en crise, Laurent Gbagbo emprisonné, un pays traumatisé, une diaspora dispersée mais déterminée. Il rappelle un moment où Internet n'était pas encore un espace saturé d'opinions politiques, où les voix étaient rares, où certains prenaient des risques considérables pour dénoncer ce qu'ils percevaient comme des injustices. Cette mémoire personnelle n'est pas un simple souvenir, elle structure sa vision du présent. Lorsqu'il affirme que, à l'époque, il n'y avait personne, il ne s'agit pas d'effacer les autres acteurs, mais de rappeler la solitude de ceux qui ont assumé un engagement sans garantie, sans soutien massif, sans visibilité internationale. Cette parole n'est pas là pour glorifier un individu, mais pour poser une exigence morale. La lutte, selon lui, doit être incarnée, vécue, risquée. Et c'est ici que la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique trouve son rôle. Rappeler qu'une lutte politique ne peut pas se réduire à des déclarations ou des conférences. L'Afrique doit retenir que l'engagement véritable ne se mesure pas à la popularité du moment, mais au sacrifice, à la constance, à la fidélité aux valeurs défendues. Patsheko, qu'on l'apprécie ou non, rappelle une vérité fondamentale. Dans un continent où la politique peut coûter la liberté, la carrière, parfois la vie, se proclamer panafricaniste implique une responsabilité immense. Dans son attaque contre Franklin Nyamsi, il ne s'arrête pas au choix du sommet togolais. Ce qui semble le blesser profondément, c'est ce qu'il interprète comme une contradiction. Le même homme, affirme-t-il, aurait par le passé défendu des positions totalement opposées, voire favorablement disposées envers ceux qu'il critique aujourd'hui. Il évoque même des propos sur des questions sensibles, mais sans utiliser de langage discriminatoire, et nous non plus, par respect des règles éthiques et des politiques YouTube. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'orientation privée des personnes, mais la cohérence publique des discours politiques. Pour lui, citer ces éléments sert à démontrer ce qu'il considère comme une absence de constance. Et même si cette critique reste subjective, elle porte une leçon précieuse. L'Afrique doit construire une culture politique où les positions sont assumées, expliquées, contextualisées, et non simplement adaptées aux opportunités du moment. Patsheko insiste également sur le fait qu'il ne se laisse pas acheter, qu'il ne fonctionne pas par calcul, qu'il n'est pas manipulable par des intérêts politiques. Il revendique une posture de constance, presque ascétique. Il se présente comme quelqu'un qui agit non pour les faveurs, mais pour la conviction. Il évoque les sollicitations qu'il aurait reçues pour se contredire publiquement et leur refus catégorique. Là encore, la question surgit. Quelle leçon pour l'Afrique? Peut-être celle de renforcer la culture de l'intégrité personnelle, même lorsque les pressions sont fortes. Dans un continent où la corruption, l'instrumentalisation politique et les retournements d'alliances sont fréquents, le rappel de l'importance de la droiture morale est précieux. Au-delà des critiques, Patsheko élabore une véritable autobiographie politique. Il raconte son passé militaire, ses alliances, ses stratégies de mobilisation à l'époque où la lutte pour la libération de Gbagbo battait son plein. Il décrit un paysage politique ivoirien profondément divisé, où les jeunes militants cherchaient à être entendus mais étaient souvent ignorés par les élites. Il raconte comment ils ont dû user de tactiques de communication pour rassembler les peuples africains autour de leur combat. Ce passage est crucial, car il témoigne de la manière dont les mouvements politiques modernes en Afrique se construisent. Par Internet, par les émotions, par l'identification collective. Et ici, la voix de Quelle leçon pour l'Afrique résonne à nouveau. L'Afrique doit tirer des enseignements de ses stratégies de mobilisation. L'unité ne naît pas spontanément. Elle se construit par le récit, par l'incarnation, par la capacité à globaliser des luttes locales. L'Afrique doit comprendre que les réseaux sociaux peuvent unir ou diviser, amplifier la vérité ou la déformer, rassembler les consciences ou fabriquer des illusions. Le combat idéologique africain doit donc s'ancrer dans la réflexion, la lucidité et la responsabilité. Puis Patsheko évoque un point frappant, sa propre vulnérabilité physique, les 8 coups de couteau reçus dans le cadre de ses luttes. Ce n'est pas un appel à la pitié. C'est, encore une fois, l'affirmation d'une réalité. En Afrique, la politique n'est pas un jeu. Elle peut mener à la confrontation, à la violence, aux blessures, à la mort. Lorsque quelqu'un rappelle publiquement ses cicatrices, il ne cherche pas seulement à légitimer sa parole. Il veut dire que le prix du combat, parfois, se paie dans la chair. Alors, quelle leçon pour l'Afrique? Peut-être celle de comprendre que la lutte politique ne doit jamais être entreprise à la légère, ni utilisée comme outil de divertissement ou de rivalité superficielle.
Elle doit être honorée, protégée, pensée avec maturité. Il poursuit en affirmant que ce sont ces actions qui ont permis de mobiliser, d'éveiller, de redonner du tonus à une lutte qui s'essoufflait. Cette affirmation, qu'elle soit exagérée ou non, porte en elle un appel à la reconnaissance du rôle de chacun dans la construction d'une conscience collective. Et ici, la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique encourage une réflexion essentielle. L'Afrique doit apprendre à valoriser ses combattants civils, ses activistes, ses penseurs, ses anonymes qui, par des paroles ou des actes, nourrissent le courage collectif. Trop souvent, les véritables artisans du changement disparaissent dans l'ombre, tandis que d'autres récoltent la lumière. Lorsque Pacheco invoque la justice, la vérité, la foi, il place son combat dans une dimension presque spirituelle. Non pas au sens religieux dogmatique, mais au sens d'une quête intérieure de cohérence. Et cette dimension spirituelle est importante pour l'Afrique. Les mouvements politiques du continent ont toujours été nourris par une vision morale du monde, par la conviction que la justice peut triompher malgré les obstacles. L'Afrique doit retenir que le combat politique n'est pas qu'une affaire de programme et de stratégie, c'est aussi une affaire de principe. Enfin, lorsqu'il affirme qu'il n'est pas un homme d'émotion, qu'il fait de la politique avec rigueur, avec méthode, il oppose sa démarche à ce qu'il perçoit comme une superficialité généralisée. Là encore, qu'on partage ou non son analyse, la question demeure, quelle leçon pour l'Afrique? La réponse semble claire, le continent doit sortir d'une politique de réaction pour entrer dans une politique de réflexion. L'émotion mobilise un instant, la stratégie construit une histoire. Ce premier volet de l'analyse montre donc un paysage complexe, chargé de passion, d'histoires personnelles, de blessures et d'espoir. Il dévoile les contradictions, les tensions et les exigences du panafricanisme moderne. Et dans ce tumulte, la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique affirme doucement son rôle, éclairer, apaiser, analyser, inspirer. Quand on poursuit l'écoute de Johnny Pacheco, on comprend que son propos ne se limite pas à une dénonciation individuelle. Il incarne une parole qui, dans son excès ou dans sa sincérité, traduit une réalité profonde, celle d'une Afrique en quête de repères, d'un continent où la lutte politique se transforme en terrain de rivalité symbolique, où chaque mot devient une bataille pour imposer sa vérité. Ce deuxième mouvement de l'analyse nous plonge dans cette dynamique complexe, où la mémoire personnelle, les convictions idéologiques et l'expérience du terrain produisent des discours brûlants, parfois abrupts, mais toujours révélateurs. Pacheco poursuit en décrivant son parcours politique non pas comme une aventure solitaire, mais comme un chemin jalonné d'investigation, de risques et de confrontation directe avec le pouvoir. Il se décrit comme un procédurier, un homme méthodique, formé par l'univers militaire, habitué aux enquêtes et aux situations tendues. Cette identité façonne non seulement sa vision du combat politique, mais aussi sa manière de juger les autres. Ce n'est pas un hasard s'il insiste autant sur la constance, la loyauté et la résistance aux pressions. Pour lui, la politique ne peut être qu'un terrain où l'on prouve ce que l'on vaut dans l'adversité. Et là, immédiatement, une résonance se fait entendre. Quelle leçon pour l'Afrique nous rappelle que l'un des défis majeurs du continent est justement d'encourager une classe politique capable d'incarner des valeurs stables, des convictions durables, et non des prises de position dépendantes des opportunités du moment. Dans cet espace où les crises se succèdent, où les alliances changent, où les idéologies se jouent parfois comme des cartes de négociation, la constance devient un luxe rare. Pacheco la revendique presque comme un titre de noblesse. Il rappelle les dangers auxquels il a fait face, les blessures subies, les pressions reçues. Et il oppose cette expérience à ce qu'il considère comme l'inconstance d'autres figures médiatiques. Cette opposition n'est pas seulement personnelle, elle traduit un malaise collectif, l'écart entre ceux qui ont vécu les risques de l'intérieur et ceux qui, aujourd'hui, surfent sur la vague du panafricanisme numérique sans avoir connu les sacrifices d'hier. L'Afrique, une fois encore, doit interroger ce phénomène. Le panafricanisme contemporain est devenu un espace vaste, traversé de voix multiples, universitaires, activistes, influenceurs, commentateurs, citoyens anonymes. Cette diversité est une richesse, mais elle peut aussi générer des tensions entre légitimité historique et légitimité médiatique. Et c'est ici que la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique apporte un éclairage essentiel. La nouvelle génération doit apprendre à reconnaître les différentes formes d'engagement, tout en évitant de dévaloriser ceux dont les parcours ont été construits dans les moments les plus sombres. L'Afrique doit apprendre à concilier mémoire et modernité, risque du passé et responsabilité du présent. Dans la deuxième partie de son discours, Johnny Pacheco dénonce ce qu'il considère comme les illusions créées par les réseaux sociaux. Il explique que leur stratégie de mobilisation à l'époque consistait à évoquer différents chefs d'État africains afin de capter l'attention des peuples et les unir autour d'une cause. Il révèle ainsi une forme de communication politique qui, aujourd'hui encore, structure de nombreux mouvements.
susciter un sentiment de solidarité interafricaine en évoquant des injustices ou des situations communes. Sauf que lui avoue cette stratégie, là où beaucoup continuent de la pratiquer sans transparence. Ce passage est fondamental pour comprendre l'évolution du militantisme africain. Et la question surgit à nouveau. Quelle leçon pour l'Afrique? Peut-être celle de la lucidité. Nous devons comprendre que les mobilisations numériques peuvent être authentiques, mais qu'elles peuvent aussi être stratégiques, orientées, voire instrumentalisées. La maturité exige d'apprendre à distinguer l'émotion spontanée de la communication organisée. Ce récit ouvre aussi un espace de réflexion sur la responsabilité des leaders d'opinion africains. Lorsqu'un acteur public décide de s'engager, son influence peut unir ou diviser. Pacheco insiste sur le fait que certains messages diffusés à l'époque donnaient l'impression d'un soutien massif, alors qu'ils étaient parfois le résultat d'une stratégie de visibilité. Cela ne signifie pas que le combat était faux, mais cela rappelle que la construction des perceptions joue un rôle immense dans les luttes africaines. L'Afrique doit retenir que la mobilisation politique doit également s'accompagner d'un effort de sincérité, de transparence et d'honnêteté intellectuelle. En avançant dans son témoignage, Pacheco parle aussi des vieilles blessures laissées par la crise ivoirienne. Il évoque les divisions au sein du FPI, les rivalités internes, les incompréhensions entre les anciens dignitaires et les jeunes militants. Ce passage n'est pas anecdotique. Il illustre comment, en Afrique, les luttes politiques sont souvent déchirées par des fractures internes profondes, parfois plus dangereuses que les adversaires externes. C'est une réalité que beaucoup de pays africains connaissent. Au sein d'un même mouvement, des visions différentes s'affrontent, des égos s'entrechoquent, des ambitions se heurtent. L'Afrique doit apprendre à gérer ces fractures avec maturité. La division interne affaiblit les luttes, dilue les forces et offre souvent au pouvoir en place la possibilité de consolider son autorité. Pacheco rappelle également comment le pouvoir ivoirien, à un moment donné, l'a pris pour cible, l'accusant ou l'instrumentalisant, et comment il a dû faire face à des convocations, des pressions, des accusations. Qu'on adhère ou non à son récit, une réalité demeure. En Afrique, l'activisme est rarement perçu comme un simple acte citoyen. Il devient vite un mouvement suspect, surveillé, réprimé ou instrumentalisé selon les intérêts du moment. L'Afrique doit en tirer une leçon essentielle. La défense de la liberté d'expression et de l'engagement citoyen doit devenir une priorité. Sans cela, les nations resteront enfermées dans des cycles de méfiance, de répression et de violence politique. Dans ce passage, il évoque également la foi, la justice et la vérité. Pas pour imposer une vision religieuse, mais pour rappeler que le combat politique africain est souvent nourri par une quête morale profonde. Beaucoup de militants, au-delà des clivages idéologiques, sont animés par un désir sincère de justice, de dignité et de reconnaissance. Et cela constitue un socle commun pour l'Afrique. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique peut s'appuyer sur ce point. Ce sont ces valeurs, plus que les slogans ou les rivalités personnelles, qui peuvent unifier les Africains dans la construction de sociétés plus justes. Pacheco insiste aussi sur le fait qu'il n'est pas un homme d'émotion, mais de stratégie. Il veut marquer une différence entre la colère impulsive et la pensée politique réfléchie. Il veut rappeler que la politique n'est pas un théâtre où il suffit de parler fort pour exister. C'est un espace où chaque choix doit être pesé, analysé, assumé. Et cette distinction est capitale. L'Afrique souffre parfois d'une politique trop émotionnelle, trop spontanée, où les débats deviennent des affrontements personnels plutôt que des réflexions collectives. Dans ce contexte, la leçon est claire. L'Afrique doit construire une culture politique fondée sur l'analyse, la vision et la stratégie. Lorsqu'il aborde la question des informations circulant sur les réseaux, notamment à propos d'autres personnalités publiques, il rappelle que beaucoup de rumeurs ou d'annonces spectaculaires manquent de fondement. Ce rappel est crucial dans un continent où l'information circule souvent sans vérification, amplifiée par les réseaux et les émotions collectives. L'Afrique doit retenir que la crédibilité du combat politique dépend aussi de la rigueur avec laquelle l'information est traitée. La conscience collective doit s'appuyer sur des faits vérifiés, et non sur des effets d'annonce. À la fin de son intervention, Pacheco revient sur sa propre image. Il affirme qu'il n'est pas un influenceur cherchant la gloire, mais un citoyen engagé. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas de chaîne officielle, qu'il communique seulement pour informer, pour éveiller, pour éclairer. Qu'on le croie ou non, qu'on adhère ou pas à ses paroles, une chose est certaine. Son témoignage révèle l'intensité intérieure d'un homme marqué par le combat politique, façonné par les crises ivoiriennes et déterminé à défendre sa vision du panafricanisme. Et alors, une dernière fois, la voix profonde de Quelle leçon pour l'Afrique se fait entendre. L'avenir du continent ne se construira pas sur les rivalités personnelles, mais sur la capacité des Africains à reconnaître les forces, les erreurs, les contradictions et les vérités de chacun. Le panafricanisme véritable ne peut pas se résumer à des conférences ou à des affrontements verbaux.
Il doit devenir un projet concret, celui d'une Afrique lucide, responsable, unie, consciente de ses défis et fidèle à ses valeurs. L'Afrique doit apprendre à dépasser les querelles pour entrer dans la construction, à dépasser les blessures pour entrer dans la réconciliation, à dépasser les accusations pour entrer dans la lucidité, et surtout, à dépasser les illusions pour entrer dans l'action. C'est ici que l'appel à l'engagement prend tout son sens. S'abonner, commenter, partager, ce n'est pas un simple geste numérique. C'est un acte citoyen, un moyen de soutenir la circulation des idées, de renforcer la conscience collective, de nourrir le débat africain. La chaîne Quelles leçons pour l'Afrique ne cherche pas à diviser, mais à éveiller. Elle ne cherche pas la polémique, mais la compréhension. Elle ne cherche pas la domination, mais la sagesse. Et c'est sur cette note que doit se conclure cette analyse. L'Afrique a un avenir immense, mais cet avenir dépend de ses citoyens, de leur vigilance, de leur engagement, de leur intelligence collective. Chaque mot, chaque analyse, chaque débat doit être une pierre ajoutée à l'édifice de la souveraineté africaine. L'espoir n'est pas un luxe. L'espoir est une responsabilité. Et ensemble, conscients, lucides, solidaires, nous pouvons bâtir l'Afrique que nous méritons.